Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Loin pour un nouvel épisode qu'on pourrait appeler épisode de crise semblable à ce que j'avais fait à l'époque du Covid. Pour la simple et bonne raison que je vois passer beaucoup trop de merde dans les médias, comme durant le Covid, beaucoup trop de merde dans la bouche des politiciens, beaucoup trop de merde dans la bouche des journalistes. Donc on va faire un petit épisode pour clarifier tout ça comme durant le Covid. Cet épisode s'appelle l'extrême droite pour les nuls, parce que oui, on va enfin savoir qu'est-ce que l'extrême droite, ce terme totalement fourre-tout qu'utilisent les médias, les politiques pour discréditer n'importe quelle idée, n'importe quel opposant. On va voir qu'est-ce qui se cache dans l'extrême droite d'un point de vue médiatique, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue historique. Et on va surtout voir que oui, il y a des choses très mauvaises dans l'extrême droite, mais ce n'est pas là où on pense. C'est parti. Le troisième jour, fatigué de compter, l'homme dit que la machine a calculé soit et la machine fut. Mais le quatrième jour, submergé par les problèmes à résoudre, l'homme dit Click and collect, Bread Friday. Non mais maintenant on va parler anglais. Alors on va commencer avec un peu la définition qui pour moi résume le plus l'extrême droite dans les médias. L'extrême droite dans les médias, on va dire, ou dans les milieux universitaires, ou dans les milieux, on va dire, éveillés, woke, l'extrême droite, c'est tout ce qui n'est pas à l'extrême gauche. C'est simple, c'est précis. La gauche est partie dans des délires totalement incroyables sur tout un tas de sujets, des délires qui des fois sont des opinions vraiment pas, on va dire, très consensuelles, parfois juste des mensonges. On commence par exemple, alors c'est une liste, et si vous êtes contre un de ces principes de cette liste, vous êtes forcément d'extrême droite. Par exemple, les éoliennes vont remplacer des centrales nucléaires et même le pétrole. Je compte faire un épisode Codable que sur ce sujet-là dans le futur, parce que la réponse est non. Les éoliennes n'ont strictement aucune chance de remplacer le nucléaire, et encore moins le pétrole. C'était déjà il y a 10 ou 15 ans une théorie très bancale quand on connaît le milieu d'électricité dans lequel j'ai travaillé et autres. Mais maintenant que l'Allemagne s'y est mise, maintenant que l'Allemagne a effectivement remplacé le nucléaire par des éoliens, on se rend compte que l'Allemagne est plus que jamais liée à l'énergie fossile, que ce soit le charbon ou que ce soit le gaz, sauf que maintenant elle n'a plus de gaz à cause de la guerre en Ukraine. Donc l'Allemagne a tenté de remplacer l'éolien par du nucléaire, on verra plus en détail dans une vidéo de Codable, ça a lamentablement échoué, à tel point qu'actuellement l'industrie allemande est dans la merde. Si pour vous dire, le symbole même de l'Allemagne, on va dire, par exemple Porsche, va délocaliser des usines aux États-Unis parce qu'elle n'arrive plus à payer les factures à cause de ces Khmer verts qui ont détruit l'industrie allemande. C'est donc un mensonge pur et simple, mais si vous êtes contre ça, contre le fait que les éoliennes vont remplacer des centrales nucléaires, voire même le pétrole, vous êtes d'extrême droite. Les hommes peuvent tomber enceintes. Je fais référence à une affiche qui a réellement existé, venant du planning familial. Au planning, on sait aussi que les hommes peuvent tomber enceintes, ou enceints plutôt, c'est vrai que c'est des hommes, donc pas de... C'est la biologie, donc non, effectivement, on ne peut pas. Alors ce qui se cache derrière, c'est qu'en fait, des hommes ne sont pas des femmes, et des femmes sont des hommes, et ainsi de suite, enfin bref. On peut se réveiller zèbre le matin, girafe l'après-midi, tout va très bien. C'est biologiquement totalement faux, mais encore une fois, si vous êtes contre cette idéologie comme quoi les genres, les chromosomes, ça n'existe pas, tout ça peut se réveiller comme ils veulent du matin, un jour sur l'autre, vous êtes forcément d'extrême droite. Sujet très sensible, on peut parler librement mais pas caricaturer Mohamed, ça c'est génial, c'est-à-dire que de plus en plus aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait c'est pas juste Mohamed qu'on peut pas caricaturer, déjà c'est tout l'islam, premièrement, mais surtout en fait c'est tout ce qui est lié à l'idéologie socialiste et, on va dire, de gauche. En fait, très bon exemple devant vous, ça va être par exemple Obono. Obono qui, il y a quelques années, dans une chanson qui disait « Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents, ses réflexes paternalistes, nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. » Voilà, on parle bien de délire capitalisme en France, j'aimerais bien qu'on me les montre. À la question donc de la part de la députée Obono, France Insoumise, êtes-vous fier d'avoir signé, c'est-à-dire signé un article comme quoi ses paroles étaient magnifiques? Enfin, magnifique, c'est moi qui caricature, mais c'était grosso modo ça. Elle fit cette réponse pour défendre la liberté d'expression de ces artistes, oui, parce que ça fait partie des libertés fondamentales. Donc, Obono, la France Insoumise, défend la liberté d'expression quand une chanson dit nique la France avec ses délires capitalistes. Cette même Obono avait dit, lors des attentats de Charlie, je n'ai pas pleuré Charlie,
J'ai pleuré toutes les fois où des camarades ont défendu mordicus les caricatures racistes de Charlie Hebdo ou les propos de Caroline Forest au nom de la liberté d'expression, des blancs dominants et de la laïcité à la française. Donc voici un peu ce qu'est la liberté d'expression version gauchiste. C'est tout bonnement, vous pouvez évidemment dire n'importe quoi, les éoliennes remplaceront les nucléaires, vous êtes des hommes et des femmes à la fois, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire n'importe quoi contre la France, n'importe quoi contre le capitalisme. Par contre, si vous touchez à leur idéologie, notamment, ici on a vu le côté écologie, notamment le côté transgenre et compagnie, notamment le côté même islam, vous êtes forcément, là la censure va s'appliquer sur vous, la liberté d'expression est à géométrie variable. Un exemple pour vous montrer un peu la joyeuseté de la liberté d'expression dans les pays islamistes, c'était une news qui est tombée ce week-end, hein, comme souvent, enfin régulièrement je veux dire. Donc ce week-end quand je faisais la vidéo, un Pakistanais accusé d'avoir profané un Coran a été lynché à mort et son corps brûlé jeudi par une foule qui l'a sorti d'un commissariat où la police l'avait amené pour assurer sa protection. Si on descend un peu plus dans l'article, on découvre aussi que fin mai, un chrétien accusé d'avoir brûlé des pages du Coran avait également été lynché par une foule avant de succomber à ses blessures début juin, selon la police. Donc voici ce qu'est la liberté d'expression, selon un peu, on va dire, l'islam, et selon ce que je pense va bientôt être au niveau de la France. Tout bonnement, si vous n'êtes pas d'accord, actuellement vous traitez juste d'extrême droite et de nazis fascistes, et dans pas longtemps, ça sera le lynchage. Je rappelle qu'en France, des journalistes et des professeurs se sont déjà fait tuer pour avoir osé critiquer l'islam. Donc encore une fois, si vous êtes contre, on peut parler librement, mais il ne faut pas caricaturer Mohamed et plus largement les idées des socialistes. Alors là, bienvenue au club, vous êtes forcément un fasciste nazi. La dette étatique ne sont pas un problème, les banques centrales peuvent imprimer autant d'argent. J'ai entendu des économistes dire ça, une palanquée d'économistes de gauche. Vous pouvez aller ouvrir n'importe quel livre d'histoire. Si un État imprime trop d'argent, sans aucune croissance de son pays, juste de l'argent magique qui coule, l'État finit en faillite et nous dans une pauvreté absolue. C'est donc une fois plus faux, si vous êtes contre ça, vous êtes d'extrême droite. Avoir un drapeau français, celui-ci je pense qu'il compte double. C'est une sorte de bingo, c'est-à-dire que si vous avez deux de ces points-là, vous êtes automatiquement facho, 3 vous êtes nazi. Je pense qu'avoir un drapeau français aujourd'hui c'est directement le stade fasciste, même si on verra d'où vient le fascisme aussi dans cette vidéo, ce qui risque d'en surprendre plus d'un. Enfin, qu'est-ce que l'extrême droite? Eh ben, je tiens à le dire, l'extrême droite en France est un parti avec plus de diversité que Libération. C'est un parti patriarcal et sexiste dirigé par une femme depuis maintenant 13 ans. J'entends guère les féministes relater que le RN est dirigé par une femme depuis 13 ans. C'est un parti évidemment xénophobe et anti-immigration, hein, que vous voyez que Jordan Bardella vient d'un père italien, algérien et d'une mère italienne. On apprend qu'il a grandi à Saint-Denis précisément, donnant des cours de français à des migrants dans le cadre de l'association Alpha Cueil. Donc, encore une fois, vous voyez un peu l'horreur de ce personnage. C'est un parti antisémite, mais qui a aussi, enfin, c'est un mouvement politique antisémite de l'extrême droite qui a comme tête d'affiche un juif qui lui aussi, en plus, vient de l'immigration, puisque sa famille était berbère en Algérie. Mon préféré, Jean Messia, d'une part pour ses très lourdes punchlines qui nous donnent la joyeuseté de promulguer sur toutes les chaînes d'information, est un immigré. Lui, pour le coup, c'est pas sa famille qui est immigrée, il est un immigré. Et si vous voulez savoir pourquoi Jean Messia a quelques problèmes, on va dire, avec les gauchistes qui expliquent à tout bout de champ que la France est un pays dans lequel il y a un racisme systémique, vous pouvez voir la vie de Jean Messia. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est arrivé en France à 8 ans, qui était égyptien copte, puis après il a été un moment en Colombie, et ensuite il est arrivé en France à 8 ans. Il a été naturalisé français à 20 ans. Il a passé l'ENA, c'est-à-dire il est énarque, il a eu un des plus beaux diplômes, enfin beau, je sais pas, mais un des plus élitistes diplômes qu'il est possible d'avoir en France, et il a fini haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Donc vous voyez pourquoi Jean Messia, on va dire, a quelques critiques à faire à la gauche qui disent sur toutes les chaînes que la France est un pays avec un racisme systémique, encore une fois, c'est-à-dire que le système, c'est-à-dire que les administrations, le pouvoir est raciste. Tellement raciste qu'il accepte volontiers un Égyptien immigré à 8 ans comme étant énarque haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Je connais, franchement, il y a un tas de pays qui tout bonnement n'accepteraient pas ça, juste pour des raisons de sécurité intérieure par exemple. Mais en France, on est un racisme systémique, et donc Jean Messia peut finir haut fonctionnaire, énarque, au ministère de l'Intérieur, alors qu'il a eu sa nationalité française à 20 ans.
Donc vous comprenez pourquoi ce personnage a quelques critiques vis-à-vis des remarques constructives que font les socialistes. Enfin, je rajoute aussi que voilà, l'extrême droite est un parti homophobe, avec pourtant des membres d'extrême droite homosexuels dedans, comme Florent Philippot. Donc vous avez devant vous l'horreur absolue, les heures sombres de notre histoire sont devant vous. C'est un parti sexiste dirigé par une femme. C'est un parti xénophobe et anti-immigration, alors que beaucoup de leurs têtes d'affiche sont issues de l'immigration, voire même sont issues directement de l'immigration, et ont très bien réussi en France. C'est presque ça, en fait, vraiment le cœur de l'extrême droite. Ce sont des personnes qui viennent de l'immigration, première génération ou deuxième génération, et qui ont très bien réussi en France, puisque la France n'est pas du tout un pays de racisme systémique, et qui justement viennent l'expliquer aux socialistes que non, la France n'est pas un pays raciste, la preuve en est. Donc voici un peu pourquoi il faut se battre, sinon les heures sombres vont arriver. Et ce qui me fait doucement marrer, c'est qu'il y a quelques années, on avait reproché à Libération d'être trop blanc. Et pour cause, Libération avait mis cette photo que vous voyez là, où on voyait que toute sa rédaction était blanc. Je pense même, en creusant un peu, on découvre que toute la génération est parisien. Et donc Libération a fait un article, la rédaction une fact-checking pour s'assurer que est-ce que la rédaction de Libération est bien blanc, alors qu'ils ont montré une photo de leur rédaction, il n'y a que des blancs. Alors, Libé est-il un journal blanc? D'abord, il y a des raisons a priori de ne pas répondre à cette question. La première étant qu'on n'a pas envie de ranger ses collègues par couleur de peau. Une deuxième est que c'est compliqué, forcément arbitraire de classer, patati patata. Sauf que tous ces arguments de principe, de méthode qu'on pourrait faire valoir pour refuser de disqualifier ce décompte auraient pu s'appliquer aussi bien au décompte que nous avions fait concernant la diversité au sein des ministères il y a 5 ans. Donc Libération qui est épinglé comme quoi en fait il est beaucoup trop blanc malgré le fait qu'il promeut tout un tas de mixité sociale. On a dû lui dire vous êtes trop blanc. Ils ont répondu oui mais attends on va quand même pas commencer à classer nos collègues par couleur de peau. On leur répond si. C'est ce que vous avez fait il y a 5 ans avec, vous voyez la une de ce numéro, les cabinets blancs de la République. Patati patata, je vous laisse aller lire l'article qui essaye de noyer le poisson. Et à la fin, répondons donc, sommes-nous une rédaction blanche? On l'a été, on l'a encore, ça a changé un peu, on part de loin. En janvier 2015, il n'y avait qu'un journaliste d'origine maghrébine pégiste dans la rédaction. Donc ça c'est quelque chose de très rigolo. L'extrême droite en France a un nombre de minorités d'immigrés tel qu'il est vraiment, vraiment plus avancé en termes de diversité que Libération. Donc voyez un peu qui on vous dit, surtout ne votez pas, ce sont des xénophobes et compagnie, vaut mieux ne pas acheter Libération si on veut la mixité sociale, quoi. Place à la suite un peu, alors bon, c'était un peu une petite boutade avant sur Libération et compagnie, place maintenant un peu aux vrais enjeux de l'extrême droite en France. L'extrême droite en France, une autre définition qu'on peut avoir, c'est un véritable chasse-neige pour le candidat du système. C'est-à-dire que c'est le principe du chasse-neige que j'ai théorisé pour cette vidéo, c'est le suivant. Vous avez des candidats potentiels, des opposants crédibles à Macron. Typiquement Zemmour, Mélenchon, même Asselineau est un candidat assez crédible face à Macron qui peut... Enfin, Asselineau a de quoi ridiculiser Macron dans un débat. Que va faire les médias? Les médias vont dédiaboliser Marine Le Pen. Et je dis bien dédiaboliser Marine Le Pen au premier tour pour qu'elle puisse grappiller un maximum de voix chez ses opposants comme Asselineau, Mélenchon ou Zemmour. Une fois qu'on a réussi à avoir suffisamment de votes pour Le Pen, histoire de la mettre au second tour, les médias font machine arrière toutes pour diaboliser Marine Le Pen, en expliquant évidemment que ça sera les heures sombres de notre histoire d'une personne d'où la seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'elle fasse quelque chose en fait de l'histoire, puisque jusqu'à présent, 13 ans dans la politique au président de Rassemblement National, plus encore avant, et elle n'a strictement rien fait. Donc le but des médias, et j'ai actuellement des exemples, ça va être au premier tour, par exemple, pourquoi Marine Le Pen joue la carte sociale. Marine Le Pen propose d'abaisser la TVA à 5,5 pour l'essence, le gaz et l'électricité. Marine Le Pen veut faciliter les donations familiales jusqu'à 100 000 €. Et ici, vous avez un peu le summum du summum. Ça a été une émission avec Karine Le Marchand qui montrait Marine Le Pen dans son intérieur cocooning expliquer sa vie de mère et compagnie, d'élever des enfants, avec tous ces petits chats à côté. Donc Marine Le Pen, avant le premier tour, c'était une charmante mère de famille avec ses petits chats dans un petit environnement magnifique. Ce qui n'est pas faux, c'est-à-dire vraiment diaboliser Marine Le Pen,
je pense qu'elle-même, si elle pouvait changer de nom, elle le ferait, quoi. Donc, donc dire c'est Le Pen, il faut pas voter pour elle, entre Marine Le Pen et son père, je pense que c'est un véritable fossé, la pauvre, elle est plus là à élever des chatons qu'autre chose, quoi. Donc ça, c'est le but des médias, c'est de dédiaboliser Marine Le Pen pour qu'elle puisse grappiller un maximum de voix afin de la mettre au second tour devant le candidat du système. Et une fois qu'il y a Le Pen devant le candidat du système, alors là, le soir même, et c'est pas une blague, le soir même, c'était l'Obs ou l'Express, titre « Si Marine Le Pen était élue, voici l'arsenal nucléaire qui se trouverait entre ses mains, un arsenal équivalent à 48 000 Hiroshima ». Et ça continue, le désastreux projet de Marine Le Pen pour faire baisser le prix de l'électricité, tout ça c'est que des titres qui ont été faits durant le premier et le deuxième tour. On continue, au Havre, Macron défend sa vision de l'écologie et critique le climato-sceptisme de Le Pen. Tout sauf Macron, complotiste et anti-vax, se tourne vers Marine Le Pen. Rendez-vous compte, si vous votez Marine Le Pen, ça signifie que vous êtes soit complotiste, soit anti-vax. Il n'y a que ces cons-là pour voter Le Pen. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas comme eux. Et enfin, une fois que la propagande est bien là, on va dire, la solidifier. Donc, une fois qu'on a fait comprendre aux gens pour qui il ne fallait pas voter, on lui explique que même si vous voulez voter, les jeux sont faits. C'est-à-dire la propagande a tellement bien marché qu'il y a suffisamment de votes maintenant pour dire c'est plus la peine que tu ailles voter Le Pen, les jeux sont faits. Comme le dit très clairement France 24, les jeux sont-ils faits? Bon, avec un petit point d'interrogation pour faire croire que non. Mais il vous explique que ça ne sert à rien d'aller voter, leur propagande a déjà eu lieu, Marine Le Pen ne va pas passer. Ou encore ici avec un article des Échos, présidentiel, Marine Le Pen s'accroche à ses derniers espoirs. La candidate du RN à l'Élysée a entamé ce jeudi une visite de 2 jours dans son fief des Hauts-de-France, incapable d'inverser la vapeur, et pour cause, on lui chie dessus depuis 2 semaines. Lors du débat d'entre-deux tours, elle ne peut plus compter que sur l'abstentionnisme pour l'emporter dimanche. Donc voici devant vos yeux la stratégie des médias pour faire élire le candidat qu'ils veulent. Et quand je dis le candidat qu'ils veulent, c'est que Macron, pour le faire réélire un deuxième mandat après un premier absolument catastrophique, il fallait y aller, quoi. Et la stratégie marche très bien. C'est la stratégie de Marine Le Pen, qui au premier tour est une petite mère de famille adorable qui élève des chatons, et aussitôt le premier tour fini, quand elle est devant le candidat du système, c'est attention, on va lui donner 48 000 Hiroshima entre les mains, elle est incapable, c'est les heures sombres de notre histoire. Et ça marche parfaitement. On a donc déjà 3, on va dire, définitions. 1, l'extrême droite, c'est tout ce qui n'est pas à gauche. 2, pour un peu faire rager les socialistes gauchistes, l'extrême droite a beaucoup plus de diversité que Libération. Et contrairement à l'AFI, je tiens à dire que oui, l'AFI quand même, enfin l'AFI qui est censé être le phare de l'humanité dans le progressisme et compagnie, le woke, est quand même dirigé par un mec de 50 balais qui pour moi a plus la tête de quelqu'un qui dirige le Rassemblement National, quoi. Je dis ça, je dis rien. Et enfin ici vous avez une 3e définition éclairant le rôle absolu de Marine Le Pen en politique française, un rôle qu'elle assume pleinement, elle ne veut pas faire autre chose que ça. C'est-à-dire Marine Le Pen ne veut pas être présidente. Marine Le Pen adore être ce chasse-neige, qu'on lui attribue son rôle, qui consiste en fait à être dans l'opposition et en fait à être député ou eurodéputé, ça dépend des moments, bien payé, des frais dans tous les sens, ça lui va très bien. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer si on vote Le Pen? Eh bien, je pense que c'est la même chose qui va se passer si on vote ce qu'ont fait les Italiens en votant Giorgia Meloni. Les Échos-titres, en Italie, les électeurs de Giorgia Meloni craignent la déception. 6 mois après son arrivée au pouvoir, la Première ministre issue de la droite post-fasciste, voilà, alors les termes sont lancés. Si des fois on entend même post-communiste, c'est pas pour autant que c'est négatif, mais allez savoir pourquoi la post-fasciste. On va revenir un peu sur le fasciste à la fin de cette vidéo. Donc voilà, directement, la Première ministre issue de la droite post-fasciste a suscité un profond espoir auprès des militants les plus radicaux. Elle se montre plus modérée qu'il l'espérait auprès de Bruxelles et de la communauté financière, aka BlackRock. C'est, je pense, exactement ce qui va se passer avec Marine Le Pen, qui n'a jamais voulu avoir à la main une responsabilité politique en 30 ans de carrière. Elle va arriver au pouvoir, elle va surtout ne jamais vouloir faire renverser la table ou mettre des points sur la table, que ça soit avec Bruxelles ou que ça soit avec BlackRock. Donc vraiment, avoir peur de voter pour elle quand en face on a Macron qui est littéralement un dégénéré pervers qui pense savoir mieux que tout le monde alors qu'il est extrêmement mauvais. De l'autre côté, on a Mélenchon où je rappelle que sa personne est sacrée. Vraiment, Le Pen, c'est pas elle qui me fait le plus peur.
Mais ce qui me fait le plus peur dans l'extrême droite, c'est qu'en fait, le côté extrême droite néo-nazi, il existe. Il est quand même plutôt dans l'Europe de l'Est qu'actuellement en France. Et en fait, il est là, on vient d'envoyer plein d'armes. Ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire que toute cette mouvance un peu pro-européenne, socialiste, qui se dit pacifiste, mais qui se dit contre l'extrême droite, ont envoyé des palettes entières d'armes en Ukraine, qui était déjà un pays connu pour être la plaque tournante du trafic d'armes en Europe. Et qui est déjà connu aussi pour être un repère de néo-nazis. Donc là, j'avoue que s'il y a bien un truc qui me fait peur, moi, avec l'extrême droite, c'est pas l'extrême droite en France, où il y a Marine Le Pen qui n'a jamais voulu prendre la moindre responsabilité politique en 30 ans. C'est pas l'extrême droite en France qui est représentée justement par tout un tas de personnes d'origine maghrébine, immigrés, qui sont très bien sortis en France et qui expliquent aux gauchistes que oui, il n'y a pas de problème, on peut très bien s'en sortir en France au nom de l'immigration. Non, ça me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est que oui, on a envoyé énormément d'armes dans un pays d'extrême droite avec des néo-nazis, et que la probabilité que ces armes se retombent contre nous à travers des réseaux néo-nazis qu'il y a dans les pays d'Europe de l'Est n'est clairement pas nulle. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un énorme problème causé par l'Union européenne qui vraiment a envoyé des armes sans se dire, tiens, enfin vous voyez que c'est incroyable, c'est-à-dire que si ça se trouve, c'est un scénario possible où des néo-nazis qui en ont vraiment ras le cul de l'Europe vont utiliser les armes envoyées par l'Union européenne en Ukraine pour aller défoncer par exemple des gens à la Commission. C'est un scénario totalement possible que l'Union européenne se retrouve face aux mêmes armes qu'elle a envoyées par palette entière en Ukraine, et ça, c'est pour le coup de l'extrême droite qu'il faut se méfier. Je montrais ici, bah voilà, s'il y en a qui ont des petits doutes sur qu'est-ce qu'il y a en Ukraine, le fameux bataillon Azov, c'est pas une légende qu'ils sont pro-nazis. Ils ont des sigles et des logos nazis sur leur blason, et c'est pour tout un tas de phénomènes historiques pour qui, eux, le nazi, c'est pas quelqu'un qui les a occupés comme en France et qui a fait régner la terreur, ce sont plutôt eux, les nazis, qui ont libéré l'Ukraine du communisme. Donc ça donne un pays assez bizarre dans lequel, pour eux, le nazi, c'est plutôt les libérateurs plus que les oppresseurs. Enfin, grosse partie qui va suivre, sur justement, on parlait de nazisme, on parlait de fascisme, il est temps d'aller un peu à la source. À la source, je veux dire par là, qu'est-ce qui se cache derrière le nazisme en Europe au XXe siècle? Qu'est-ce qui se cache derrière le fascisme en Europe au XXe siècle? Qu'est-ce qui se cache derrière l'extrême droite dans l'histoire du XXe siècle en Europe? Je vous ai montré ici une affiche, avant toute chose, du pain pour les vrais Français, à la porte les juifs, les salauds qui exploitent les travailleurs. Tous debout, patati patata, Parti socialiste national. Et oui, plot twist. Vous allez voir qu'il y a plein de plot twists qu'on ne vous a pas dit dans vos livres d'histoire écrits par les communistes de l'éducation nationale. Premier plot twist, le Parti socialiste national existait en France bien avant l'arrivée d'Hitler. C'est pas Hitler qui a apporté les nazis en France. Ce parti existait déjà bien avant, et il voulait la même chose qu'Hitler en France, c'est-à-dire tout simplement tuer les juifs ou les foutre dans des camps. Au cas où vous avez d'ailleurs le moindre doute, vous pouvez lire un peu tout en dessous de l'affiche, Parti socialiste national, socialiste, je précise, national, seule organisation intégralement anti-juif. Et donc là, on va déjà répondre à une première question que bizarrement les livres d'histoire qu'on lit à l'école ne répondent pas. Comment ça se fait que le parti d'extrême droite national-socialisme a le mot socialisme dedans? Comment se fait-il que les nazis ont choisi le mot socialisme pour les représenter? C'est tout bonnement parce qu'ils viennent du socialisme. Ce fameux parti d'extrême droite, aujourd'hui tagué d'extrême droite, vient directement du socialisme. On peut, à mon humble avis, décrire le socialisme par deux tendances qui vraiment sont là depuis la Révolution française jusqu'à de nos jours et étaient omniprésents au XXe siècle. La première, c'est cette citation « Tout dans l'État, rien contre l'État, rien en dehors de l'État ». L'État doit gérer le moindre fabrication de boulons, l'État doit gérer la moindre baguette de pain vendue, l'État doit gérer les sciences, l'État doit gérer l'art, l'État doit gérer l'éducation, l'État doit gérer l'économie, l'État doit absolument tout gérer dans le pays. Rien ne peut être aussi bien géré que s'il est géré par l'État. Et notamment l'idéologie. Ça signifie qu'il y a une idéologie d'État qui généralement met au centre une sorte d'homme nouveau. Ça, c'est une idée qui vient de Rousseau, on va dire, l'un des premiers, socialistes qu'on a connus en Europe. Pour Rousseau, l'homme est mauvais. Il a été perverti par l'argent, perverti par la société.
Le seul moyen de retrouver un homme qui soit bien meilleur que cet homme perverti par l'argent et par la société, c'est un homme construit par l'État. C'est-à-dire que l'État doit créer un homme nouveau. Cette idéologie, on l'a encore aujourd'hui très nettement avec, on va dire, le milieu wokisme, où on est tous évidemment des racistes, fascistes, nazis. Tant qu'on ne se lève pas un jour girafe, le lendemain zèbre, on est tous des fascismes. Il faut un autre homme qui soit pas homme, il faut un autre homme qui soit d'une manière assez vague, quelque chose. C'est très présent avec l'écologie, où pour l'écologie c'est extrêmement simple, on a péché au moment où on est. Et au moment où on est, t'as rien fait dans ta vie, t'as déjà péché d'avoir tellement pollué, que tes ancêtres ont pollué, que tes ancêtres étaient esclavagistes, colonisateurs, je sais pas quoi. Donc au moment où tu nais, tu as déjà péché, et tu vas devoir racheter tes péchés durant toute ta vie, à travers, en arrêtant de polluer, en sacrifiant des libertés, et ainsi de suite. Encore une fois, les écologies découlent du socialisme et veulent un homme nouveau. C'était la même chose à l'époque pour les nazis, qui voulaient un homme nouveau et qui voulaient tout contrôler par l'État. Qu'est-ce qui différencie foncièrement le communisme, qui lui, pour le coup, vient du socialisme, enfin, l'histoire n'a pas été réécrite à ce moment-là, c'est très simple, en fait, tout est dans le nom. National-socialiste, c'est qu'ils se concentrent, ils veulent un socialisme national, c'est-à-dire qu'ils se concentrent sur un pays, un citoyen, une culture. Les nazis voulaient même leur culture à eux, leur homme, leur race aryenne à eux. Le communisme, lui, penche plutôt pour l'international communisme, justement, c'est-à-dire une sorte de communauté internationale où il n'y a plus de barrières, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de religion, il n'y a en fait qu'une seule religion, la leur, le communisme, qui est censé souder tous les peuples entre eux. Une troisième branche du socialisme au XXe siècle qui a fait des ravages, c'est le fascisme. Alors, encore une fois, ça a été dicté d'extrême droite, mais je rappelle que cette petite citation tout en haut, tout dans l'État, rien contre l'État, rien en dehors de l'État, est la définition qu'a donnée Mussolini du fascisme. Et on va voir plus en détail justement ce fameux Mussolini, et on va voir plus en détail quelques biographies de socialisme du XXe siècle. On commence par Mussolini. Instituteur puis journaliste militant syndicaliste révolutionnaire, jusqu'à là on va dire le CV de n'importe quel gauchiste en France. Il y a une jeunesse agitée, s'expatriant 2 ans en Suisse, où il complète sa formation politique et intellectuelle, secrétaire de la fédération du Forli, puis membre de la direction nationale du parti socialisme italien, et directeur du quotidien officiel du parti l'Avanti, donc pas un petit joueur dans le parti socialisme de l'époque. Il en est exclu en 14 quand il se déclare favorable à l'entrée en guerre de l'Italie contre les empires centraux. Et oui, le socialisme à l'époque était pacifique, et Mussolini, lui, n'était pas pacifique, et c'était une des grandes raisons, on va dire, du schisme entre fascisme et socialisme. C'était pour Mussolini, ça servait à rien de faire la guerre entre les classes, il n'y avait pas de lutte des classes, il préférait que tout le peuple marche main dans la main pour leur État et leur pays, et en soi c'est pas faux, à quoi bon mettre une partie du peuple contre l'autre quand tu peux faire la propagande sur tout le monde et tout le monde marche avec toi. C'était un. Et le deuxième qui a fait le schisme entre le fascisme et le socialisme, c'était que Mussolini, en 14, lui, il voulait déjà faire la guerre. Les socialistes ont mis un peu plus de temps pour faire la guerre. Il crée alors son propre journal Il Popolo d'Italia, de ralliement de l'interventionnisme de gauche et d'ultra-gauche. Vous voyez qu'on ne parle pas de l'extrême droite à cette époque pour le fascisme. Il fait la guerre comme caporal dans les Bersagliers. En 1919, il fonde les Faisceaux du combat avec un programme révolutionnaire nationaliste anticapitaliste. Nouvelle fois, il n'a pas l'air de venir de la branche libérale. Et anticlérical, prévoyant également le vote des femmes, l'instruction et la santé gratuite, l'assurance sociale pour les travailleurs. Avec un tel programme, aucun doute qu'il se ferait réélire encore aujourd'hui. Et il transforme tout ça après en parti national fasciste. Donc vous voyez que le fascisme de Mussolini ne vient pas du capitalisme et du libéralisme, il vient vraiment pas trop, on va dire, de la droite, il vient surtout de la gauche, mais passons. Doctorat, évidemment, il a eu un doctorat de l'université de Lausanne, voilà, donc petit big up à l'université de Lausanne, qui n'est actuellement pas d'extrême droite, mais plutôt l'inverse, plutôt à l'extrême gauche, dont je pense qu'ils étaient déjà à l'extrême gauche en 1937, et qui, je rappelle qu'en 1937, on sait très bien à qui on a affaire, et visiblement ça les a pas freinés pour donner à Mussolini les honneurs d'un doctorat honoris causa de la part de l'université de Lausanne. Et ensuite, j'ai une autre, on va dire, petite saga d'autres personnages incroyables de l'histoire de France, socialisme de cette époque-là. On commence par Pierre Laval, homme d'État français, figure centrale de la collaboration durant l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Sous la Troisième République, maire d'Aubervilliers et parlementaire de la Seine puis du Puy-de-Dôme, il est membre de la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO,
le fameux parti socialisme de Léo Blum de l'époque, avant de s'éloigner de la gauche. Il est plusieurs fois ministre de patati patata. Durant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation, il est, avec Philippe Pétain, la personnalité la plus importante du régime de Vichy et le principal maître d'œuvre de la politique de collaboration avec l'Allemagne nazie. Donc un brave type qui a fait ses dents dans le parti socialisme. Marcel Déat est un homme politique français, socialiste, puis néo-socialisme, et enfin fasciste, figure de la collaboration sous l'occupation. Normalien, agrégé de philosophie, journaliste intellectuel, le même CV que BHL, j'ai envie de dire. Il est député CFIO, le fameux parti socialiste de l'époque, il va revenir souvent celui-ci, de 1926 à 1928. Il participe la même année à la création du parti Socialisme de France et devient le chef de file des néo-socialistes, de plus en plus séduit par les modèles fascistes. Donc une fois de plus, le fascisme n'a pas l'air de venir de capitalisme et de l'ultra-néolibéralisme. Il fonde le Rassemblement national populaire, parti socialiste européen, c'était déjà la tendance à cette époque, c'est encore la tendance aujourd'hui, favorable à l'occupation nazie. Sans commentaire. Il termine sa carrière politique en 1944 comme ministre du Travail de la Solidarité nationale dans le gouvernement de Vichy et s'enfuit. Allez, un autre, Paul Faure, est un homme politique français, co-dirigeant, à votre avis, de quoi? De la CFIO, avec Léon Blum, durant l'entre-deux-guerres. En 1938, il soutient naturellement les accords de Munich. Le naturellement est très important, parce que pourquoi Hitler a réussi à convaincre, grosso modo tout le monde, sauf Churchill et Daladier, qui était socialiste, il faut le rappeler, Daladier au moins n'y a pas cru. C'est tout bonnement parce qu'Hitler était socialiste. Et à cette époque-là, je vous l'ai dit, le schisme entre le fascisme et le socialisme était entre autres le pacifisme. C'est pour ça que Mussolini a quitté le parti socialiste, c'est que lui voulait déjà la guerre. Et le socialisme se disait, nous sommes pacifiques, nous sommes pacifiques, nous sommes pacifiques. Donc, durant les accords de Munich, il suffisait que Hitler dise, mais enfin, je suis socialiste, et là, tous les socialistes disaient, ah bah oui, c'est vrai, il est socialiste, donc il est pacifique. Donc le naturellement, il vient de là. À cette époque-là, le socialisme se disait pacifisme à qui veut bien l'entendre. Donc quand Hitler disait mais je suis socialisme, je suis national-socialisme, c'est tout, et ben naturellement qu'il est pacifiste, donc naturellement qu'il veut aucun mal, et tout le monde y a cru, sauf quelques-uns. Lors du vote des pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 40, les députés de la tendance Paul Fauris représentent le groupe le plus important parmi les députés socialisme. 64 députés Paul Fauris sur 99 votent les pleins pouvoirs contre 5 sur 28 chez les proches de Léo Blum. Puis il se rallie à Vichy, il est nommé au Conseil national et parraine le journal socialiste, collaborateur L'Effort. Adrien Marquet, alors à votre avis, un homme politique français, longtemps député et maire socialiste de Bordeaux, puis exclu de la CFIO, toujours le même parti. Ensuite ministre du Travail du gouvernement de Gaston Doumer, il est ministre de l'État, puis ministre de l'Intérieur dans les gouvernements Pétain et Laval 5. Ludovic Oscar, alors où je les ai trouvés, c'est sur Wikipédia, il suffit de creuser. J'ai vraiment pris 30 minutes grand max pour récupérer les principaux personnes de l'occupation en France, quoi. C'est vraiment pas compliqué d'aller chercher, de trouver des socialistes parmi les adorateurs d'Hitler en France. Alors, Louis-Oscar Frossard est un homme politique français, il est secrétaire général carrément de la CFIO, celui-ci, puis secrétaire général de la section française de l'international communisme, bien évidemment. Il refuse de siéger au Conseil national de l'État français, c'est honorable, mais poursuit des activités de journaliste sous l'occupation. Il écrit dans la Tribune de Saint-Étienne et écrit le mot d'ordre, quotidien publié à Marseille en zone libre, dans lequel il vante les bienfaits de la Révolution nationale, aka le travail, famille, patrie, du maréchal Pétain. Cela même de réformer l'injustice de la société, d'après lui. Bon, et ensuite, il n'a pas été décapité, mais il n'est pas passé loin. Donc vous voyez un peu le graphique qu'on ne vous montre pas à l'école, et pour cause. Ce graphique montre clairement que les horreurs du XXe siècle commises par le communisme, qui sont commis par le communisme, les nazis et le fascisme, découlent de l'idéologie socialisme. Ils ont réussi un tour de force incroyable, les socialismes, après-guerre, c'est de se ruer sur l'éducation nationale pour écrire les livres en se mettant évidemment le bon rôle. Le bon rôle, c'est-à-dire que le fascisme, évidemment, ne vient pas du socialisme, bien évidemment, c'est de l'extrême droite. Pareil pour le national-socialisme, où là, c'est carrément écrit dans le nom, mais c'est pas grave, on va réécrire l'histoire, ça va suffire, et ça marche. Les nazis sont maintenant vus comme extrême droite, et enfin, le communisme, ils l'ont gardé à gauche, mais ils ont réussi à faire croire que c'était pas si violent. Il y a juste eu des millions de morts, mais partout sur Terre à cause de ça, de faim et de politique. Mais finalement, c'était juste mal implanté. Donc vous voyez que actuellement, les socialismes
qui osent dire que des personnes libérales ou des personnes de droite sont des fascistes et des nazis, ça n'a aucun sens. Les nazis et les fascistes sont socialisme. Ils étaient socialisme à l'époque, ils le sont encore aujourd'hui. Ils ont juste réussi à réécrire l'histoire pour mettre ces partis-là qui pourtant viennent directement du socialisme, ils ont réécrit l'histoire pour les mettre dans l'extrême droite. Ce qui en vient à, on va dire, la dernière définition, l'extrême droite dans l'histoire, c'est le petit nom que donnent les socialismes aux atrocités qu'ils ont commises et pour lesquelles ils ont réussi à réécrire l'histoire. Le fascisme, tout comme le nazisme, vient directement du socialisme. On n'est clairement pas sur des idéologies libérales, on n'est clairement pas sur des amoureux du capitalisme, de la propriété privée, des droits de l'homme, de l'individualisme. Donc les socialismes se sont rués vers l'éducation nationale après-guerre pour réécrire l'histoire et masquer leurs atrocités. Aujourd'hui, on les voit réapparaître, tantôt écologistes, tantôt woke, ce sont les mêmes. Et ce sont les mêmes qui, en plus, n'ont pas changé leur fusil d'épaule d'un point de vue idéologie, mais en plus nous traitent, nous, de fascisme et nous de nazisme. Donc voici un peu mes résumés pour vous. Qu'est-ce que l'extrême droite pour les nuls? C'est dans les médias et les milieux universitaires tout ce qui n'est pas à l'extrême gauche. C'est en France le parti avec le plus de diversité que Libération. C'est en France un chasse-neige électoral qui sert à repousser du second tour les potentiels opposants crédibles et sert vraiment à faire élire dans un fauteuil tout tracé le candidat du système. En Italie, ça a été une grande désillusion. Il y a très forte chance que ce soit pareil en France. Marine Le Pen au pouvoir, on verra bien ce qu'elle va faire, mais là, je pense vraiment pas qu'elle va se retourner la table. Et l'extrême droite néo-nazie, il existe, en Ukraine notamment, et il a été copieusement armé et financé par l'Union européenne, dont on risque fort d'avoir des réseaux d'armes qui circulent dans l'autre sens maintenant. Et dans l'histoire, je le rappelle, ce que les gauchistes appellent l'extrême droite, c'est leurs atrocités qui sont commises au nom de leur idéologie socialisme. En conclusion, admirez devant vous le foutage de gueule des médias et du pouvoir en place. C'est-à-dire que vous avez devant vous Marine Le Pen, qui jusqu'à présent n'a vraiment pas fait de vague. Enfin, quand je dis pas fait de vague, on n'est pas face à Mélenchon qui dit « ma personne est sacrée, la République c'est moi », et que allez analyser les interviews de Mélenchon. Dès que quelqu'un est contre lui, il s'énerve, mais il s'énerve où on sait très bien que cette personne-là au pouvoir, si vous êtes contre lui, vous finirez au goulag. Donc vous avez devant vous un Mélenchon qui est littéralement un petit Staline V2 qui attend juste de prendre le pouvoir. Vous avez au pouvoir actuellement déjà une sorte de petit fascisme qui aime bien tout contrôler et choisir qui va vivre ou mourir autour de lui d'un point de vue politique. Et je pense qu'on le laisse quelque temps, ça sera d'un point de vue biologique aussi. Donc vous avez des personnes absolument nuisibles, et on vous dit, attention, prenez garde, l'extrême droite arrive, prenez garde contre qui? Contre Marine Le Pen. Qui, si elle, la seule chose qu'on peut craindre de Marine Le Pen, c'est qu'il ne se passe rien en France. C'est le plus grand danger de Marine Le Pen. Elle n'a aucune envie de gouverner, elle est confortablement dans son siège d'opposant, ça lui va très bien, et on nous dit, attention, prenez garde à Marine Le Pen face à des personnes comme Mélenchon ou comme Macron qui sont juste dangereux pour le pays. Sans prétexte en plus que Mélenchon et ses ouailles n'hésitent pas à nous caricaturer comme quoi nous sommes nous d'extrême droite, des fascismes, des nazis, alors que ce sont eux les nazis. C'est ça qui est génial, les nazis, les fascismes sont les mêmes qu'au XXe siècle. Ce sont des socialismes qui veulent imposer leur idéologie, qui partent dans des délires totalement what the fuck, et si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux et vous finirez au goulag. Donc on est face à un foutage de gueule total, où actuellement le parti vraiment qui s'annonce le moins dangereux pour la France est caricaturé à l'extrême par Mélenchon, par les médias, par Macron, alors que ce sont eux le vrai danger en France. Mes chers citoyens, à voter et à très bientôt.